Bonjour à tous et bonjour Joël. Salut Fred. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Une vidéo qui sera séparée en deux parties. Donc tout d'abord, on fera notre petit résumé de ce qui s'est passé pour les Belges à l'Open d'Australie. Et puis ensuite, on va présenter le week-end de Coupe Davis qui s'annonce. Alors je fais un petit aparté. Je présente mes excuses pour la dernière vidéo où j'avais dit qu'on ferait la prévision du match Fed Cup contre la France. Ça, c'est la semaine prochaine. Donc d'abord la Coupe Davis et puis la Fed Cup, je prendrai pour la prochaine fois. Donc cette fois-ci c'est la Coupe Davis et d'ici une semaine on fera en même temps notre résumé du week-end de Coupe Davis et la prévision de la Fed Cup. Mais pour l'instant on commence par l'Open d'Australie. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par les filles, puisque c'est là qu'il y a eu le gros résultat pour les Belges, avec le superbe parcours d'Elise Mertens. Oui, très très beau parcours. On espérait beaucoup d'elle. Aller jusqu'en demi-finale, par contre, c'est au-delà de nos espoirs, peut-être au-delà des espoirs d'Elise elle-même. Elle a fait un super parcours, elle a profité d'un tableau qui s'est dégagé. Elle l'a fait à merveille, en sortant de très bons matchs et sachant sortir de situations très compliquées comme au deuxième tour contre Gavrilova, où je pense que c'est un peu le déclic de ce tournoi pour elle. Elle savait qu'elle pouvait la battre puisqu'elle l'avait déjà battue en Man Cup après un premier set difficile aussi, on l'avait dit. Ici, il menait 5-0, mais c'est vrai que le 5-0 c'était des jeux disputés, mais il fallait quand même revenir. Elle a sauvé 7 ou 8 balles de 7 8, je pense. Pour revenir dans ce match. Et une fois qu'elle avait gagné évidemment le premier set, Gavrilova s'est écroulée, là on s'y attendait, mais chapeau à Elise. On avait dit la semaine passée, enfin donc il y a 2 semaines déjà maintenant, que son tableau était pas facile du tout, parce qu'il y avait notamment Venus Williams, Gerges qui était très en forme, même Bencic, mais toutes ces joueuses-là sont tombées avant de rencontrer Elise. Elle a quand même elle-même dû battre derrière Gavrilova, ce qui n'était pas si évident comme tu as dit. Puis après, son tableau était dégagé, Cornet, Martic, deux bonnes joueuses, mais qui étaient à sa portée, et elle a maîtrisé ses nerfs pour remporter ses matchs, parce que avoir un tableau dégagé c'est une chose, mais réussir justement à saisir les opportunités qu'on n'a pas souvent, il faut le faire, et là elle a été très très mature dans la gestion de ses matchs, de ses émotions. Dans des conditions très difficiles, puisque déjà le match contre Gavrilova, c'était une première pour elle en night session sur le cours Rod Laver. Ça devait être assez difficile aussi à gérer contre une joueuse qui avait le public derrière elle. Donc là, peut-être que son début de match un petit peu difficile est dû au stress, mais en tout cas, elle s'est très très bien repris par la suite. Les 2 matchs suivants, par contre, là c'était la chaleur vraiment étouffante et insupportable. Elle a très très bien géré ça aussi. Avant de faire son exploit de la quinzaine, c'est face à Svitolina en quart. Oui, tout à fait, parce que là elle gagne très très nettement. Alors qu'on s'attendait à un match difficile, elle avait perdu contre Svitolina l'an dernier sur une autre surface 7, mais le match avait été assez à sens unique pour la Russe, et ici elle a dominé ce match de la tête et des épaules. Donc c'est la preuve qu'elle apprend de chaque défaite, elle apprend, et elle aborde les matchs chaque fois avec une tête fraîche. Elle a perdu quand cet adversaire avant, c'est pas grave, on remet l'ouvrage sur le métier et on y va et on croit en ses chances. Quelque chose qu'on a déjà mis en évidence dans nos précédentes vidéos, notamment les 2 rencontres face à Venus Williams l'an dernier. Vraiment, elle apprend de chaque match et elle retient ses leçons. Et c'est la marque pour moi des grandes. Je pense que beaucoup de joueurs et de spécialistes ont été épatés par le parcours d'Elise. Moi, je crois qu'on la reverra certainement. C'est pas un coup unique. Parce que ce qui est très positif, c'est qu'en demi-finale, elle rate relativement son match, parce qu'elle fait beaucoup plus d'erreurs directes qu'elle n'a fait d'habitude. Mais malgré ça, elle obtient quand même encore 2 balles de 7 contre Wozniacki, qui gagne le tournoi en jouant son meilleur tennis. On l'avait dit aussi dans notre vidéo perspective de l'année 2018, que Wozniacki serait au rendez-vous. Elle l'a prouvé. Et Elise n'est pas loin de lui prendre un set, et qui sait ce qui se serait passé dans un 3e set éventuel. Peut-être que l'événement se serait écroulé, on ne le saura jamais, mais ça prouve que, oui, ce qu'on a dit, Elise elle a un moral à toute épreuve, elle y croit jusqu'au bout, et ça c'est la marque des grands, comme tu le dis. Oui, elle a vraiment du mérite sur la demi-finale de rester accrochée, parce que
Bon, elle commence plutôt bien le match, les 2-3 premiers jeux, c'est elle qui domine. Oui, elle mène Et puis, 0,30 sur le troisième jeu. C'est vrai que là, elle fait 3-4 fautes directes assez grossières. Si au contraire elle joue bien ce jeu-là et qu'elle le prend, le match est tout autre aussi. Mais bon, voilà, elle a dû faire avec les circonstances qui se présentaient devant elle et elle s'est accrochée. Et même en jouant pas son meilleur tennis, elle arrive à accrocher les meilleures joueuses. c'était vraiment pas un bon match, mais elle restait accrochée. Elle n'avait qu'un break de retard sur le deuxième set. Et quand, au moment de conclure, Wozniacki, qui n'avait encore jamais joué de finale en Australie, a un petit peu tremblé, tout de suite elle est revenue et elle a eu vraiment une énorme chance puisqu'elle a eu 2 balles de 7 pour égaliser. Bon, rien à dire, Caroline Wozniacki les a sauvées de main de maître, donc elle était plus forte sur ce match-là. Mais c'est intéressant parce que, comme on l'a dit, Elise progresse à chaque match et donc je crois que la prochaine rencontre contre la Danoise, elle aura encore appris de ce match. Tout à fait. On va passer aux autres joueuses du tableau féminin, évidemment un cran largement en dessous. Pas un mauvais tournoi pour Kirsten Flipkens, tout de même. Oui, tout à fait. Elle est arrivée avec beaucoup de doutes au niveau de son épaule. Elle a franchi le premier tour, donc c'est une bonne joueuse. C'est tout à fait. Elle avait perdu 2 fois contre elle l'an dernier, donc c'est un bon match. Peut-être plus qu'espéré quand on arrive avec plein de doutes en début de saison, donc toute victoire est bonne à prendre. Et ici, effectivement, elle n'avait jamais très bien réussi en Australie, donc c'est un bon résultat pour elle. Et ensuite, elle perd en 3-7 contre Rybakina qui est 20e mondiale. Oui, tout à fait. Rien de déshonorant. C'est plus embêtant pour Alison qui, on l'avait dit dans notre vidéo préparatoire, elle joue plutôt bien depuis quelques mois hors Grand Chelem. Mais elle n'y arrive plus en Grand Chelem. Non, elle-même a dit qu'il fallait qu'elle passe ce cap, qu'elle se met trop de pression. C'est difficile parce que ce sont des cercles vicieux et on se met de plus en plus de pression. Du coup, on joue moins bien et quand on joue moins bien, on se met encore plus de pression. On commence à tergiverser. Et elle a besoin de confiance pour son tennis parce qu'elle a un tennis où il y a beaucoup de risques dedans. Et quand ça passe, c'est merveilleux, mais quand il y a un grain de sable, ça peut vite défiler dans l'autre sens. Bon, il n'y a rien d'honteux non plus, hein. On a vu que Martic était en forme. Martic a été jusqu'en quart. En 8e. En 8e, oui, pardon. Battu par Elise dans un match très serré aussi. Donc vraiment, c'était pas n'importe qui en face non plus. Mais bon, voilà, on aimerait vraiment revoir Alison à son meilleur niveau, au niveau en tout cas qu'elle avait quand elle a atteint les quarts de finale à Roland-Garros en 2015. Elle nous avait montré vraiment de très belles choses, des choses très prometteuses à l'époque. On aimerait vraiment qu'elle puisse retrouver ce niveau-là en Grand Chelem et de nouveau remonter dans le top 50. Hein. C'est vraiment le niveau qu'elle peut atteindre certainement. Oui, tout à fait, c'est sa place. Hein. Malheureusement, depuis, comme on l'a souligné, en Grand Chelem, c'est un peu la cata puisqu'elle n'a plus gagné qu'un match depuis 2015 en Grand Chelem. Donc c'est trop peu pour elle. Espérons qu'elle arrive à briser cette spirale négative. De spirale négative, il n'en est pas encore question pour David Goffin, loin de là, mais malgré tout, c'est une grosse déception cette défaite au deuxième tour. C'est une grosse déception. On avait dit que Bento était largement à sa portée. Circonstance atténuante, c'est la chaleur étouffante, mais elle était là pour les 2 joueurs. C'est pas la première fois que David souffre de la chaleur. Je me souviens de l'US Open il y a quelques années, il avait été contraint à l'abandon et également accablé par la chaleur moite qu'il y avait là à New York. Donc oui, ça c'est quelque chose. On peut avoir les meilleures conditions physiques du monde, on peut s'entraîner autant qu'on veut. La chaleur, certains la supportent mieux que d'autres. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, restera avec lui jusqu'à la fin de sa carrière. Mais ça reste quand même une déception. On l'avait dit lors de la vidéo de prévision de l'année que David était maintenant accompagné d'une équipe médicale complète auprès de lui sur tous les tournois. Bien sûr, ils n'ont pas encore recueilli les fruits de leur travail en si peu de temps. Mais je pense quand même que ce n'est pas seulement un problème physique, mais aussi mental. On a vu très souvent David avec des petits soucis dès que les conditions ne sont pas là. Il y avait aussi notamment, il y avait ce match à l'US Open, tu l'as dit, mais également aux Jeux Olympiques, il y avait énormément de vent. Lors de sa défaite contre Bellucci. Si on peut mettre aussi, ça c'était pas le climat, mais quand il a eu à Monte Carlo décision d'arbitrage
honteuse, certes, mais il n'a pas réussi à revenir dans le match. Il est complètement sorti du match contre Nadal, alors qu'il tenait très bien le choc jusque-là. Donc effectivement, il y a ce travail à faire sur soi-même, se mettre dans sa bulle. Il arrive à bien le faire en Coupe Davis, par exemple, dans des circonstances qui sont parfois très difficiles. Il arrive à être vraiment dans sa bulle et jouer un tennis parfait. Et il a besoin d'être à 100% concentré sur son tennis parce qu'il joue avec une telle précision. Ça demande un jeu de jambes où il doit s'appliquer sur tous ses coups. Et s'il n'est pas à 100% mentalement, effectivement, ça peut vite partir dans tous les sens et accumuler la faute directe et effectivement sortir complètement du jeu. Voilà, c'est une piste de travail, j'imagine, sur laquelle il se penche actuellement certainement avec Thierry Van Klemput. Et c'est plutôt positif, hein, ça veut dire qu'il a encore des points où il peut progresser, une marge de progression. Il est 7e mondial, il a encore une marge de progression, donc que demander de plus? On passe au dernier joueur belge. Oui, la bonne surprise. Très bonne surprise. Le petit bémol, c'est que malheureusement, il n'a pas pu défendre ses chances complètement au deuxième tour puisqu'il s'est un peu blessé et ne savait plus courir à 100% sur la balle. C'est dommage parce que c'était un match à sa portée, mais n'empêche que son Australian Open est plus que réussi. Il sort des qualifs, il fait un super match contre Lucas Pouille. Le plus grand exploit de sa carrière jusqu'ici, parce qu'il avait battu Kyrgios l'an dernier, mais lui-même le disait, Kyrgios lui a un peu offert le 3e set en s'arrêtant à moitié de jouer. Ici, l'adversaire n'était pas là pour rigoler non plus, donc chapeau à Ruben, parce que il a une carrière difficile, il doit se battre chaque semaine pour essayer d'entrer dans ce top 100, et avec des hauts et des bas, et ici c'est un haut en début de saison, et j'espère qu'il va le lancer vers une belle saison 2018 et enfin arriver à s'installer dans ce top 100. J'ai lu sur les réseaux sociaux et tout ça que c'est lui qui aurait dû jouer la finale de Coupe Davis contre Pouille, le dernier match de Coupe Davis contre Pouille suite à cette victoire. C'est n'importe quoi, hein. C'est évidemment deux matchs totalement différents. Sont totalement différentes. On joue en outdoor et pas en indoor, c'est un début de saison. Ben Mellman, en Coupe Davis, il ne faut pas oublier qu'il sortait d'un double très très frustrant. Dans quelle situation psychologique serait-il monté sur le terrain? Non, il n'y a aucune comparaison. Ça ne sert à rien de refaire le match. La Coupe Davis, c'est du passé, on l'a perdu, c'est malheureux. Mais les joueurs sur le terrain ont fait ce qu'ils devaient. Johan Van Aert a pris la décision qu'il fallait, et puis voilà, c'est comme ça. Et donc l'enchaînement est parfait pour parler de la rencontre de Coupe Davis qui va opposer la Belgique à la Hongrie à Liège ce week-end. La sélection de Johan Van Aert, bon, David Goffin, premier joueur de simple, ça c'est évident. Steve Darcy blessé, c'est Ruben Beumelmans qui est sélectionné derrière, avec Joris en double. Mais moi je ne serais pas surpris de le voir jouer aussi les simples. Éventuellement, oui, il faudra voir là sur la forme du moment, parce que Joris est un bon joueur de simple aussi. Il faut voir comment Ruben s'est remis de sa blessure. Parce que si Ruben est à 100% physiquement, vu ce qu'on vient de dire, sa performance à Australian Open sur une surface dure aussi, donc il aurait à mon avis la préférence de Johan, mais il faut voir au niveau physique s'il sait tenir les 3 matchs, parce qu'on aura besoin de lui en double, ça c'est certain. Alors pour le 4e joueur, il y a une petite surprise, une petite polémique même, puisque 2 joueurs habitués de l'équipe, Arthur De Greef et Kimmer Coppéen, ont refusé leur sélection. Johan Van Aert qui était plutôt remonté contre eux, c'est un petit peu dommage cette petite polémique. Bon, ils ont expliqué leurs raisons, elles sont à mon sens valables. Hein, elles sont compréhensibles, c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, c'est vrai que Johan il compte sur une équipe qui s'investit à 100% dans la Coupe Davis. Et donc là, je comprends aussi sa déception, mais c'est vrai que les raisons sont tout à fait valables chez ces 2 joueurs qui auraient probablement juste été là pour pallier une éventuelle défection. Donc, il ne faut pas oublier aussi que ce sont des joueurs qui se situent à un niveau où ils ne gagnent pas vraiment encore leur vie avec le tennis. Donc ne pas jouer un tournoi pour eux, c'est perdre de l'argent. Oui, c'est en début de saison, l'occasion d'aller parfois chercher des points qui sont importants pour effectivement se lancer après sur le grand circuit. Ils espèrent tous les deux pour qu'ils me retourner sur des circuits ATP des grands chelems et pour Arthur d'y parvenir aussi. Donc, oui, c'est important pour eux. C'est un petit peu dommage cette polémique évidemment, mais
Mais bon, on espère qu'elle va être vite oubliée parce que je pense que tous les deux ont encore des raisons d'espérer de jouer la Coupe Davis encore dans le futur. Leur absence permet néanmoins l'intégration d'un petit nouveau, Oui. Julien Kalina, dont on a aussi dit pas mal de bien toute l'année passée vu la très bonne saison. Très bonne saison sur le circuit futur. Après une année pourrie par les blessures, il est très bien revenu. Donc pour lui, ça va être l'occasion de faire le plein d'expérience. Espérons qu'il en profite pour... Il a bien commencé sa saison en plus. Il a gagné un futur déjà aux États-Unis. Il a ensuite perdu le deuxième tour du suivant, mais je pense qu'il avait la Coupe Davis qui lui trottait dans la tête et qu'il était pressé de rentrer pour pouvoir s'entraîner avec David, Ruben et Yoris. Ça va être très enrichissant. C'est effectivement le principal pour sa semaine parce que je pense qu'il ne jouera pas. Sauf éventuellement un dernier simple qui serait... oui, c'est ça, mais dans les matchs sans enjeu, mais il y a peu de chance. Effectivement. Voilà, vendredi, l'équipe sera David. Et on a dit sans doute Ruben ou Yoris si Ruben n'est pas à 100%. Le samedi, je ne vois pas pourquoi sur ce match-là où il faut donner de l'expérience à notre paire de doubles, Johan n'alignerait pas Ruben et Yoris. S'il l'a fait pour la finale, il va le faire ici. Voilà, il va le faire ici. Julien sera là éventuellement pour un 4e ou 5e match sans enjeu. Mais il va prendre énormément d'expérience. Oui. C'est toujours très enrichissant de jouer avec les champions qu'il n'a pas l'habitude de fréquenter, même si il connaît certainement David du centre AFT. Il a certainement eu l'occasion d'échanger les balles avec lui, mais peut-être pas ces derniers temps, peut-être pas depuis que David est devenu le champion qu'il est. Donc voilà, une semaine d'entraînement à ce niveau-là, ça va certainement encore aider Julien dans sa progression et c'est une très bonne chose. Puis on parle de matchs sans enjeu, mais c'est pas dit qu'il y en aura parce qu'on est bien entendu grand favori de cette rencontre, mais attention à la Hongrie, il dispose d'un Fucsovics en grande forme, il a fait un excellent Australian Open, il n'est tombé que contre Federer, et encore 3-7 plutôt accrochés, il a bien tiré son épingle du jeu. Derrière, un joueur moins connu était la Balache, qui quand même l'an dernier sur le circuit futur et Challenger a battu un certain Kimmer Kopoyens, un certain Nils de Seine, qui n'a plus le niveau d'avant, il revient ses blessures, mais qui a aussi joué 2 fois contre Rizzolo et qui l'a battu 1 fois. Donc il faut quand même se méfier de ce joueur-là, même s'il est plus habitué à la terre battue. Et puis derrière 2 jeunes prometteurs, surtout un Piros, qui est quand même champion d'Europe junior et qui a gagné l'Australian Open aussi l'an dernier. Donc attention, c'est un joueur qui a du talent. Je voudrais revenir un tout petit peu sur Fucsovics, c'est évidemment le joueur central de cette équipe. Il aime jouer la Coupe Davis. Oui, il a perdu un seul match en 3 ans. Oui. D'accord, ils n'ont pas rencontré il y a 2 ans, c'était pas des grandes équipes, mais c'est quand même, effectivement, il joue la Coupe Davis et quand il la joue, c'est à 100%. L'année passée, lors du match de barrage, il a éliminé quasiment à lui tout seul la Russie avec les jeunes les grands espoirs Rublev et Kachanov. Oui. Il les a battus tous les deux en simple. C'est pas si évident que ça. Et il a également apporté le point du double avec Balash. Oui, il joue régulièrement en double aussi. Donc lui, il va jouer les 3 matchs. Donc il faut se méfier de lui. Bon, a priori, pour David, c'est quand même le match qu'on ne peut pas perdre, en tout cas, certainement. Oui, tout à fait, oui. Mais pour le deuxième joueur... ça va être difficile, que ce soit Ruben ou Yoris, ça n'est pas impossible, mais ça va être difficile parce que Fucsovics, on l'a dit, tu le dis, il joue bien en Coupe Davis, il est dans une spirale positive, donc effectivement Fucsovics sera favori contre notre deuxième joueur. Ouais. Et vraisemblablement, ce sont quand même les 2 premiers joueurs hongrois qui joueront simple et double, sauf effectivement s'il y a un petit peu de moins bien du côté de Fucsovics ou de Balash. On ne le souhaite pas évidemment, mais dans ce cas-là, il y aura normalement plus de suspense. Et ce serait un des 2 juniors, Piros ou Valkuch, qui prendrait la relève. Donc le double sera un élément clé. Bon, ils ont déjà montré que c'est une bonne paire, une paire solide, Ruben et Yoris. Et là, ce sera l'occasion de montrer que quand ils doivent gagner absolument, ils sont présents aussi. Oui, on avait vu l'année dernière contre l'Italie qui était a priori la moins forte sur le papier des 3 équipes qu'ils avaient rencontrées jusque-là, derrière le Brésil et l'Allemagne. Et ils ont quand même eu un match compliqué. Enfin voilà, ils n'ont pas perdu largement ce match, mais voilà, on s'attendait peut-être à une victoire. Celui-là, on s'attendait plus à une victoire que contre le Brésil, effectivement, ou le Canada. L'Allemagne, oui, le Canada, c'était l'année avant.
Et oui, donc voilà, cette fois-ci ils seront favoris. C'est, je pense, la première fois qu'ils seront vraiment favoris pour un match de double. Ouais. Et ils vont devoir montrer de quel bois ils sont faits à ce niveau-là aussi. Voilà, on fera un résumé évidemment de ce week-end en début de semaine prochaine. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, on présentera le match de FEF Cup en France, qui s'annonce aussi très intéressant. Mais on parlera de tout ça la semaine prochaine. Salut! Au revoir!